Bonjour et bienvenue à cette formation de l'AERMQ portant sur l'innovation en enveloppe du bâtiment, mieux comprendre pour mieux intervenir. Mon nom est Richard Trampe et je viens vous partager mes connaissances, mes expériences et l'analyse des enveloppes que j'ai faites à travers mon projet de recherche Auvergne Laboratoire Vivant. Chaque capsule, chaque formation est autonome, mais je vous invite à les regarder de façon chronologique pour mieux comprendre les interrelations qui existent entre les différents systèmes et approches constructives. Bon visionnement. Alors, bienvenue à cette capsule 13, considérations bioclimatiques dans la série Innovation en enveloppe du bâtiment. Donc, je suis content de vous retrouver. L'objectif de la formation aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est la bioclimatique, puis en identifier certains paramètres bonifiant la performance de l'enveloppe du bâtiment. On peut identifier deux voies parallèles en lien avec la conception des enveloppes. Premièrement, il y a une voie plus classique, largement répandue, dans laquelle l'enveloppe du bâtiment est considérée comme un vecteur de perte d'énergie vers l'environnement. Ça consiste donc à isoler thermiquement le bâtiment de son environnement. Donc, cette définition-là correspond essentiellement à tout ce qu'on fait pratiquement dans l'industrie. Et l'autre voie qualifiée plus de bioclimatique, puis qui est revendiquée, je dirais, depuis plus de 30 ans, ça considère que le bâtiment doit s'intégrer dans son environnement, notamment en tirant profit des ressources énergétiques qu'on peut y trouver. Pour moi, la bioclimatique, je le vois comme une triangulation, là. Ça concerne l'influence du climat sur les organismes vivants et sur l'approche constructive qu'on va développer pour le bâtiment. Donc, c'est le lien entre climat, habitat et occupant dans tous les sens qu'on peut retourner. Là, c'est vraiment ces trois éléments-là fondamentaux qui se retrouvent, qui se retrouvent dans le fond entourant la question de la bioclimatique. Pour une définition plus précise de la bioclimatique, on va dire que oui, c'est une stratégie passive qui se veut adapter au maximum à son site et à son environnement. Les stratégies techniques d'une approche bioclimatique répondent aux mêmes enjeux que toute construction écologique qu'on va faire, donc l'efficacité énergétique, le confort, la santé des occupants, l'utilisation de matériaux locaux et éco-responsables, la réduction de la consommation des ressources non renouvelables, la gestion efficace de l'eau, la gestion des déchets, la diminution des GES, l'empreinte environnementale. Donc, on se retrouve vraiment au cœur là, de ce qu'on travaille et ce qu'on considère une construction qu'on dit, en guillemets, écologique. Ça, c'est un petit peu ma vision du bien-être en lien avec le bioclimatique. En fait, par mes lectures sommaires, là, je vois vraiment trois liens dans la question de l'ambiance, la physique, le ressenti, le psychologique et la santé, le physiologique. En fait, ce que je travaille, puis ce qu'on va partager, évidemment, c'est le comportement de l'enveloppe en lien avec les conditions ambiantes, en lien avec la température des parois qu'on a déjà vu dans les transferts thermiques dans les capsules précédentes, en lien avec la question des conditions d'humidité ambiante et du mouvement de l'air. Donc, c'est tout ça, finalement, le confort là, qui est en lien avec le ressenti et qui est en lien avec l'enveloppe du bâtiment. Un petit dessin, un organigramme plus complexe, mais que je trouve tout de même intéressant, c'est le lien entre l'environnement physique qu'on va créer et la performance de la personne, des individus. Et on va retrouver finalement ce que je viens un peu de parler au niveau des températures, de l'intimité, de la lumière, de la luminosité de l'éclairage, le confort spatial, le bruit, la qualité de l'air, bref, tout notre environnement physique qui va avoir des impacts majeurs sur la performance, sur l'efficacité et l'effectivité des personnes finalement qui vont y travailler ou qui vont y résider comme telles. En fait, j'ai demandé à Émeric Duquette, architecte chez STGM, de nous parler plus amplement de la bioclimatique. Donc, Émeric va nous partager un petit peu ce qu'il pense du contexte actuel, de l'intégration dans l'enveloppe du bâtiment, comment ça fonctionne avec la consommation énergétique et les perspectives du futur. Donc, je vous laisse à l'entretien que j'ai eu avec Émeric, là, qui dure à peu près 10-12 minutes, et je vous reviens par la suite.
Aujourd'hui, on va parler de bioclimatique. Ça paraît paradoxal de parler de bioclimatique dans un cadre d'innovation. Finalement, la bioclimatique, ça existe depuis des millénaires, mais ça commence à avoir une certaine réappropriation dans l'enveloppe du bâtiment. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Émeric Duquette, qui est architecte, concepteur certifié Passivhaus. Bonjour Émeric. Salut Richard. Alors, on va traiter ensemble de la pratique liée finalement à la bioclimatique dans l'architecture. Puis d'abord, j'aimerais savoir comment toi, tu t'es intéressé à cet aspect-là de l'architecture. En fait, l'architecture bioclimatique, je m'en suis intéressé dès mon tout jeune âge, là, mais je pense qu'avec les changements qu'on vit actuellement, les changements climatiques ou les différentes crises écologiques qu'on voit ou du moins qu'on peut observer actuellement, ça m'a intéressé à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire en architecture pour développer ça, pour s'améliorer. Donc, c'est venu me piquer ma curiosité dès mon tout jeune âge, là, avant même de débuter mon parcours en architecture. Là. Ah, bien, ça, c'est intéressant. Puis on va parler de ton parcours. Ça fait 5 ans que tu as terminé. À la base, au niveau académique, est-ce qu'il commence à avoir des outils qui sont fournis, je parle, pour la formation des architectes? Est-ce qu'on parle de plus en plus de bioclimatique, selon toi? Bien oui, on a certains cours, là, justement, dans le cursus qui sont propres à ce genre d'architecture-là, puis ces approches aussi qui sont plus éco-responsables, bioclimatiques, passifs. On commence à avoir donc certains cours qui développent davantage là-dessus, là, qui sont assez intéressants. Puis comment tu pourrais me définir au sens large là, la bioclimatique? Parce que c'est très large comme terme. Selon toi, là, tu ressens ça comment, la bioclimatique? Bien, pour moi, l'approche bioclimatique en architecture, en fait, c'est de s'immiscer sur un site en harmonie avec son écosystème, avec son contexte. Puis c'est de profiter du climat, du lieu, finalement, de ce que ça nous donne pour avoir une architecture qui est moins énergivore. Donc, par exemple, le solaire passif, la ventilation naturelle, l'inertie thermique aussi des matériaux. Donc, c'est ce qui est, selon moi, l'approche de l'architecture plus bioclimatique, là. Donc, autrement dit, tu fais vraiment un lien, tu as toute la question du terrain, du site qui parle, avec le bâtiment lui-même. Qu'est-ce que le bâtiment peut donner finalement, peut procurer à l'enveloppe qui est bioclimatique. Dans ta pratique, tu fais partie d'un gros bureau d'architectes. Comment ça s'inscrit dans le projet architectural? On parle de gros projets, là, d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient graduellement ou tu ressens encore certaines réserves de ce côté-là? Bien, tu sais, je pense que c'est une sensibilité dès la conception, donc dès le début du projet. Puis, je pense que ça commence à s'immiscer au travers de notre pratique, là, mais tu sais, je pense que c'est des réflexes qu'il faut avoir dès le départ, donc ça commence et puis, tu sais, je pense qu'on commence à partager aussi les notions de ces éléments-là, donc on voit de plus en plus donc, des conceptions qui s'approchent plus des principes bioclimatiques ou des principes passifs, tranquillement, je dirais, là. Mais j'ai confiance qu'on s'en va dans la bonne direction. Toi, tu as une expérience plus personnelle aussi. Tu me dis que dès le jeune âge, je ne sais pas à quel âge, disons que tu t'es intéressé rapidement à ça, puis tu as fait de l'expérimentation. Puis j'aimerais ça que tu me partages un petit peu plus en détail qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu as essayé avec différentes personnes, puis qu'est-ce que ça donne graduellement comme résultat? Oui, bien, j'ai une pratique aussi personnelle, fait que j'ai essayé justement avec un ami entrepreneur, on a fait un projet pour sa maison personnelle, mais notre idée, c'était justement de démontrer que c'est accessible aussi, cette architecture-là, puis en fait, le bioclimatique, c'est gratuit d'une certaine façon parce que c'est des choix conceptuels. Donc, juste de commencer avec ça, on a déjà pu quand même avoir une enveloppe qui était conventionnelle, mais d'avoir des résultats qui étaient assez parlants. Juste pour t'arrêter tout de suite, oui. Tu me dis que c'est une plus-value, puis en fait, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. OK. Pour ce qui est du bio, oui, tout à fait. Ce qui est bioclimatique et passif, tu n'as pas plus d'énergie ou plus d'éléments à prévoir. C'est simplement de faire une bonne conception en amont. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait là, pour un projet justement tout récemment qui a été complété il y a plus d'1 an. Puis, ce qui est intéressant avec ce projet-là, justement, comme je le disais, c'était de démocratiser cette architecture qui est plus écologique, plus éco-responsable. Puis, c'était d'arriver à des mises en œuvre qui n'étaient pas plus extraordinaires qu'une conception conventionnelle, là. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est des choix peut-être plus
performant dans les matériaux qu'on a choisis, les membranes, ce genre de composantes-là. Mais sinon, on a développé plus des systèmes très standards, conventionnels en utilisant du Advanced Framing, par exemple. Puis avez-vous utilisé des matériaux qui diffèrent de ce qu'il y a disponible sur le marché ou vous avez carrément pris ce qu'il y avait disponible? On a pris ce qu'il y a sur le marché, là, en prenant des bons choix, en faisant certains calculs aussi, puis donc en faisant du back and forth un peu quand même, là, puis en testant nos assemblages. Mais donc on a pris vraiment ce qui était standard, parce que notre but aussi, c'était de démontrer que n'importe quel entrepreneur serait capable de faire ce genre de projet-là, puis qu'on aurait un bénéfice au bout, finalement. Donc, ce projet-là, justement, que je te parle, bien, on a pu le calculer pendant un an, l'énergie qu'il a consommée, puis on s'est rendu compte que le bâtiment consommait en moyenne 35% moins d'électricité qu'une maison standard. Bien, ça, c'est super intéressant. Oui. Est-ce que vous avez, tu dis que tu es certifié Passivhaus, est-ce que tu as utilisé des outils ou des références que tu as pu apprendre à travers les cours ou les formations? Comment Passivhaus, par exemple, peut s'inscrire dans ton évolution par rapport à la bioclimatique? Bien, Passivhaus, c'est super intéressant pour tous les principes que ça apporte, là. Donc, peut-être juste, je veux juste préciser que Passivhaus, puis on le sait, mais pour tout le monde, c'est pas des maisons passives, là. Non. C'est bâtiments passifs, c'est large à n'importe quel type. Exactement, de bâtiment. Ça vient de l'allemand, là, donc... Oui. Mais oui, la certification donc de base est allemande, mais tout ce qu'on a appris dans cette formation-là, les principes, que ce soit une super étanchéité, que ce soit une meilleure isolation, des meilleurs choix de mécanique ou des ouvertures plus performantes. Donc ça, c'est tous des aspects que j'applique au travers de mes projets maintenant, qui sont faciles en fait d'appliquer. Sinon, bien, ce qui est intéressant aussi, c'est les outils de simulation énergétique, comme par exemple le PHPP. Qui nous permettent... Peux-tu préciser un petit peu le PHPP, c'est ça? Oui, le PHPP, c'est quand même c'est comme un gros fichier Excel, là, mais c'est quand même un bon logiciel qui te permet de tout calculer, toutes tes composantes d'enveloppe, qui te permet de calculer aussi toutes tes composantes mécaniques. Donc, avec ça, tu arrives à calculer le nombre de kilowattheures d'énergie que tu consommerais pour ton chauffage pour ta maison. Puis, donc, pour voir si tu respectes les normes, par exemple, Passivhaus. Mais c'est un outil qui est tout autant pratique, même si tu ne respectes pas nécessairement la norme. Là, ça t'aide vraiment à prendre des bons choix décisionnels sur ton enveloppe, sur ton orientation solaire, sur ta ventilation naturelle, justement, aussi. Si tu prévois comme faut tes ouvertures, bien, il y a moyen de diminuer ta charge de mécanique aussi. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, là. Ce qui me fascine, c'est un architecte qui parle de kilowattheure en partant. Oui. En partant, c'est bon. Je voudrais en parler un petit peu parce que, en tout cas, mon expérience à moi, c'est souvent des freins par rapport à tout ce qui est d'énergie. Et tu fais partie d'une génération, tout de même, comme tu dis, tu as eu des formations là-dessus, tu t'intéresses à Passivhaus beaucoup. Est-ce que les architectes embarquent en général dans le courant, je dirais, actuel de la bioclimatique? Bien, comme tu disais, il y a peut-être quelque chose de générationnel. Nous, on a vu ça un peu à l'école, mais je sens de plus en plus qu'il y a de l'intérêt, non seulement par les architectes, mais de plus en plus aussi par les entrepreneurs. Je me fais beaucoup approcher par des entrepreneurs qui veulent revoir, bonifier ou peaufiner leurs pratiques, aussi pour se rendre vers cette architecture qui est peut-être un peu plus éco-responsable. Donc, je sens qu'il y a un marché, du moins, qui commence à s'établir là, de gens qui veulent développer, qui veulent peaufiner pour aller plus loin. Puis je pense que c'est ce qui va nous aider, en fait, à pouvoir trouver peut-être des meilleures solutions ou, élargir cette connaissance-là puis partager à tout le monde. Puis tu parles des concepteurs, des entrepreneurs. Je pense qu'il y a de l'éducation, puis de notre côté, eux autres ont à apprendre, puis ils ont à nous apprendre aussi souvent. Tout à fait, ouais. Mais les clients, eux autres, là-dedans, est-ce que les clients sont ouverts? Est-ce que c'est les clients d'abord qui sont au courant puis qui sont intéressés à ça? Tes expériences par rapport à la clientèle, ça a été comment? Je te dirais qu'il y a plusieurs situations, là, mais avant, c'était plus souvent des clients qui m'approchaient au début, puis qui étaient intéressés par ça. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai eu la chance de préciser ma pratique vers cette architecture-là qui est plus éco-responsable. Puis maintenant, bien, il y a tellement d'éléments dans l'apprentissage qui m'ont permis de voir qu'on peut les intégrer facilement. Fait que, même si quelqu'un n'est pas nécessairement
intéressé à focusser juste sur ces éléments-là, bien, il y a quand même des bonnes pratiques que nous, en tant que concepteurs, on peut juste intégrer puis appliquer. Puis souvent, ben, j'ai l'impression que quand je parle à des gens qui n'ont pas nécessairement cet intérêt-là, ben, quand on leur mentionne ces éléments-là qui peuvent être appliqués, ben, ça fait du gros bon sens. Là. Fait que c'est rare que ben oui, c'est rare que j'ai un gros refus catégorique d'embarquer dans ces types d'architecture-là. Là. Est-ce que tu as eu la chance de travailler sur des gros projets déjà en incluant des facteurs bioclimatiques, des éléments bioclimatiques, ou c'est assez rare? Non, c'est plus rare. J'ai pas eu la chance de faire des très gros projets. Mais tu sais, je dis ça pas parce que tu n'as pas eu beaucoup de chance, parce qu'effectivement, on n'a pas souvent la chance, j'imagine. Non, j'ai eu des pourparlers de faire des plus gros projets, mais tu sais, puis il faut savoir en fait que tout ce qui est bioclimatique, passif, s'applique encore mieux. Tu sais, il y a un gros volume. Là, je ne dis pas de faire des projets surdimensionnés, mais ce que je veux dire, c'est que plus on a un projet d'envergure, en restant intelligent dans le footprint que ça va prendre, mais c'est plus facile d'être plus étanche, c'est plus facile d'isoler puis de voir le bénéfice de ce bioclimatique-là, de ce passif-là. Absolument. Puis c'est intéressant que tu parles du volume, parce que dans la formation, justement, sur la bioclimatique, on parle de la compacité. Ouais, puis mais... c'est un bon exemple quand tu parles de volume, comment que quand on a des plus gros volumes, on peut atteindre des indices de compacité qui sont drôlement intéressants, ou on peut avoir une maximisation d'étanchéité, entre autres. Exact, tout à fait. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ta vision de la bioclimatique. Je trouve ça le fun qu'une nouvelle génération pousse de ce côté-là, puis je pense tranquillement qu'on va changer aussi dans les gros bâtiments pour s'approcher vers ces éléments-là. Merci beaucoup, Aymeric. Bien, merci à toi, Charles. Donc, après ces explications des briques, on va prendre un exemple concret. J'ai pris, comme je dis, je me sers souvent d'Auvergne Laboratoire Vivant. Là. Peu importe le type de construction, ce sont tous des éléments qui sont très généraux. On va prendre un bâtiment avec un entresol. Donc, le premier bâtiment, celui construit en 2019, on va voir quels éléments bioclimatiques j'ai pu intégrer ou qui étaient facilement intégrables dans le projet comme tel. Donc, premièrement, la question des pentes naturelles. J'avais une pente qui était orientée vers le sud, donc c'était super intéressant par rapport finalement à l'ouverture que j'allais faire du côté sud. Et aussi la question de la terre. En fait, j'ai une partie qui peut laisser pénétrer la lumière amplement, vraiment profondément, et j'ai jusqu'à 75% qui est enterré, même pratiquement totalement, là, de l'espace en entresol, donc au niveau énergétique, ce qui peut être super intéressant. La question de l'orientation, on va parler d'orientation un petit peu plus amplement, mais est-ce que c'est sud-sud-ouest, sud-sud-est, France-sud? En fait, l'orientation sud-sud-est devrait être idéale pour maximiser les gains. On va voir des petits calculs tout à l'heure. La canopée, j'ai pas travaillé fort pour l'avoir, là, je suis en milieu boisé, donc évidemment, la présence de feuillus est super intéressante parce que ça protège en été des rayonnements solaires, alors qu'en hiver, vu qu'il n'y a plus de feuilles, évidemment, ça laisse pénétrer la lumière naturelle. La question de la forme du bâtiment, le premier bâtiment est un gros carré, donc on va parler de compacité. Là, c'est vraiment un élément qui est super intéressant à la base d'exploiter. La question de la fenestration, 60% de la fenestration du pavillon a été orientée vraiment du côté sud, sud-est et du côté sud-ouest comme tel. Fenêtres limitées au nord, donc c'est vraiment tout petit les fenêtres qui ont été posées au nord. Et ça fait référence aux usages comme tels, donc toute la partie repos, la partie mécanique, la partie salle de toilette, etc., rangement, est vraiment du côté du repos, alors que du côté vie, là, c'est orienté vers plus la lumière, évidemment. La question des entrées, l'entrée principale, donc c'est des éléments considérés fondamentaux parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'air qui peut pénétrer par les entrées. Donc, l'entrée ici est vraiment protégée des vents dominants, donc une entrée qui limite la considération là, d'entrée d'air et d'inconfort lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Toiture pâle, donc pour limiter la surchauffe.
pente permettant une accumulation de neige. Donc, dans ce cas-ci, j'avais une pente faible parce que je voulais considérer, non pas le calculer vraiment dans la résistance thermique initiale, mais considérer le facteur, la résistance thermique de la neige. Déviation de l'eau, donc des grands avant-toits pour protéger les façades. On l'a vu, toute la question de la gestion de l'eau au début dans les capsules, ce qui est super intéressant. Et les angles de toit et la projection, toujours, permettent de protéger l'intérieur des rayonnements solaires directs durant tout l'été, ce qui est super intéressant là, comme on va voir dans certaines photos qui vont suivre. Convection forcée, donc un mouvement d'air qui va forcer la ventilation puis qui va faire des échanges d'air entre la partie réchauffée du côté sud et la partie plus froide du côté nord. Masse thermique absorbante, donc ce que j'ai commencé à développer pour ce pavillon-là, mais que j'aurais pu exploiter plus, c'est tout le gain thermique qu'on peut obtenir par de la masse sur les surfaces intérieures et dans le mobilier. Moi, j'ai un gros volume technique dans le centre là, qui pourrait être exploité ou qui aurait pu être exploité de façon plus grande par rapport au gain ou à l'inertie thermique, là, le gain de chaleur et le stockage que j'aurais pu avoir. Donc, voilà, c'est plusieurs considérations. On ne les verra pas toutes. Je vais me concentrer sur 4 aujourd'hui. On va parler de compacité. On a commencé avec l'image. On va parler d'orientation, de lumière et de gain interne. Donc, au niveau de la compacité, cette image-là, vous la connaissez sûrement. Je ne vous apprendrai rien que plus on est compact, plus on est mitoyen, plus le gain va être intéressant. En fait, on va avoir des indices de compacité qui vont être réduits quand on parle de mitoyenneté ici de 57% par rapport à un bâtiment de référence de même volume. Et par rapport à des éléments qui vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, évidemment, je vais augmenter mon indice de compacité. On va regarder un petit peu plus profondément comment ça marche, ces éléments-là. Donc, une bonne compacité permet d'optimiser le rendement de l'isolation car j'ai moins d'angles. J'ai vraiment une optimisation des surfaces. Compacité, ça égale quoi? C'est, dans le fond, on recherche un équilibre par rapport soit à la surface du plancher ou le volume. Donc, c'est deux manières de calcul qui sont différentes. On va regarder celle qui est préférable, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment la surface de plancher. L'impact de la compacité sur la consommation énergétique, évidemment, c'est un facteur majeur parce que c'est des surfaces d'enveloppe extérieure. Donc, plus on est compact, moins on a de surface à chauffer comme telle, ou moins on a de déperdition thermique sur les surfaces, et l'importance, comme je vous ai dit, de la mitoyenneté, puis on pourrait embarquer le souterrain là, avec cette considération-là. Donc, un petit dessin que j'ai fait qui résume un peu la compacité. C'est quoi le but de la compacité? Donc, limiter les surfaces de déperdition, configurer une enveloppe efficiente, diminuer la quantité de matériaux. Si j'ai moins d'enveloppe, j'ai moins de matériaux, puis diminuer l'empreinte carbone. La définition comme telle ici de la compacité, c'est ce qui est compact, ce qui est dense, dans un rapport de volume ou de surface. Et l'impact qu'on va avoir. Donc, un grand bâtiment, l'impact va être grand. Si j'ai des petits bâtiments, l'impact de la compacité va être plus faible. Donc, moi, je travaille sur des petits bâtiments. Vous œuvrez sûrement sur des très grands bâtiments, des plus grands bâtiments. Donc, l'indice de compacité est encore plus grand. Il y a deux écoles de pensée ou deux manières de calculer la compacité. Soit la compacité que j'appelle S, c'est la surface des parois sur la surface habitable, ou l'indice de compacité V, qui est la surface des parois sur le volume comme tel du bâtiment. La question du volume est non représentative selon moi, car elle ne tient pas compte des surfaces de plancher, donc des surfaces qu'on occupe. Donc, on est beaucoup mieux d'aller vers les surfaces S, donc avec les surfaces de plancher. Si on a un indice élevé, on a un ratio des parois qui augmente, le chiffre augmente. On a une énergie qui est accrue, une consommation énergétique, puis on a une quantité de matériaux plus grande. Et à l'inverse, ce qu'on va rechercher, là, le vert, ratio des parois qui diminue, énergie consommée en baisse et quantité des matériaux plus petite. Je me suis amusé à faire
une analyse finalement de différents bâtiments. Premièrement, des bâtiments de mon projet de recherche, un bâtiment beaucoup plus complexe, c'est les deux bâtiments qui ont été construits en 2021. Le bâtiment de base que je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est le Gros Carré 2019, un bungalow typique des années 60 et la maison du Colon, là, la maison qui était avec un étage uni qui a été construite à grande échelle là, et subventionnée par le gouvernement au début du 20e siècle. Donc, on va regarder ce que ça donne finalement comme indice. En fait, on a calculé l'aire de projection brute des planchers. Ensuite, on a calculé l'espace occupé par les surfaces des parois. On parle toutes des parois qui sont exposées vers l'extérieur. Et on fait notre ratio. Et on voit finalement que des volumes très simples ont un indice de compacité qui sont beaucoup plus intéressants qu'un volume. Ça, c'est dans les deux, j'ai deux petits jumeaux, là, deux bâtiments sont presque similaires, mais on voit les indices de compacité qui sont beaucoup plus élevés. Donc, la question de l'articulation, la question des différents volumes, ici, j'ai vraiment deux volumes distincts, des toitures plus complexes, ça joue. La sphère a l'indice de compacité la plus intéressante. Donc, on ne construira pas avec des sphères puis des carrés, mais il reste que c'est un élément toujours à garder en tête, là, cet indice-là. L'orientation. Donc, l'orientation pour le bâtiment, le premier qu'on voit ici en modélisation énergétique, elle a été principalement faite vers le sud parce qu'on pense à tort, je crois, selon les analyses que j'ai faites, on pense à tort que le sud, c'est la meilleure orientation. En fait, si on twiste un peu le bâtiment, comme on voit ici, on va voir que une orientation qui tire vers l'est-sud-est ou l'est-l'est-sud, donc plus vers le soleil du matin, est plus intéressante parce qu'on va aller chercher des gains solaires dans les périodes où on en a besoin le plus, c'est-à-dire le matin. Rendu en après-midi, on n'a pas besoin de gains solaires parce qu'on en a cumulé durant la journée. Donc, c'est vraiment pas vers l'ouest, mais plutôt vers l'ouest qu'on doit pousser. Et vous voyez les différences, là. Si je twist, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, si je bifurque mon bâtiment, là, je l'incline plus en plan de 20 degrés, donc plus vers l'est un petit peu, je vais avoir tout de même des gains en termes d'efficacité de 3%. Et même si je prends le bâtiment puis je le tourne complètement pour orienter vers toute la grande partie fenestrée qui est ici ou qu'on voit ici en pâle, là, vers le coin sud-est, là, je vais aller chercher un gain de 5%. Donc, c'est pas négligeable comme tel. C'est pas, écoutez, on n'aura jamais des gains énergétiques énormes en termes d'orientation, mais il reste que c'est un plus, puis avec le coût de l'énergie qui risque d'augmenter, on le sait, je pense que la question de l'orientation, elle est importante pour différents autres éléments, mais pour la consommation, voilà un premier élément. Des réserves que Denis Bourgeois, c'est celui qui faisait mes modélisations, avait avancé dans son rapport. C'est important de mettre en contexte que les maisons qui sont très performantes, donc très bien isolées, très étanches, orientation favorable, peuvent souvent être en surchauffe en hiver. Donc, ça va être important de calculer la surchauffe. Comment qu'on va évaluer ça ou comment qu'on va le constater? On va regarder avec les photos qui vont suivre. Et un autre élément que Denis faisait remarquer, c'est que sans vraiment une stratégie de recirculation d'air et de stockage actif des gains solaires, une partie non négligeable des gains solaires, en fait, on les exploite pas. Comme un peu, pas l'erreur, mais comme j'ai fait dans mon premier projet, en sous-estimant le gain solaire que j'aurais pu exploiter à l'interne, là, dans mes murs, puis dans le massif mécanique que je vous parlais, dans le mobilier, etc. Il y a des impacts pas juste sur la consommation énergétique, mais sur l'empreinte carbone aussi. La question des gains solaires. Et
On a comparé finalement, ça c'est avec Charles Thibodeau de CT Consultant, un autre spécialiste avec qui je travaille. Juste si on partait du sud-sud-est puis est-sud, donc juste incliné un petit peu plus vers l'est, et en fait, en termes de gain GES, on diminuait l'empreinte carbone de moins 1,56%. Donc, on pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais si vous allez chercher 1, 2, 3% en termes d'orientation, après ça, en termes de matériaux, vous allez chercher un autre 4-5%. En accumulant finalement les réductions de GES dans chaque bâtiment, c'est là que ça peut être intéressant. Donc, encore là, je pense que c'est pas à négliger cet aspect-là là, de l'orientation en fonction de l'empreinte carbone. La lumière naturelle puis la ventilation. En fait, moi, j'ai un bâtiment qui est entouré de boisés. Ça, c'est les pavillons de 2021. Ce que j'ai cherché à faire, évidemment, j'ai essayé de fenestrer au maximum tout le tour parce que je voulais de la lumière, que la lumière pénètre sur tout le périmètre de mon bâtiment qui est entouré de bois. Là, c'est super beau. Mais en optimisant tout mon gain vers le sud-est. Donc, le maximum de ma fenestration est orientée vers ces bâtiments-là. Ça, c'est mon deuxième et mon troisième bâtiment, donc construit en 2021. J'ai appris de l'expérience des autres finalement, et ce que j'ai fait finalement, j'ai vraiment orienté plus ma lumière naturelle, là, mon gain solaire vers le sud-est. Et avec ça, j'ai une espèce de puits vertical qui est super intéressant. J'ai une zone qui est complètement ouverte sur 2 étages, donc ça favorise une certaine tire. D'autant plus que j'ai un gain solaire qui est important parce que j'ai beaucoup de fenêtres dans cet endroit-là. On voit ici la partie qui est très fenestrée, donc ce qui crée finalement un effet de cheminée. Donc, les gains solaires vont aller réchauffer mon deuxième étage, donc où le chauffage je ne dis pas qu'il partira jamais, là, mais en termes de consommation énergétique, c'est beaucoup plus bas. Donc, on a un gain qui est fait par cette espèce de puits-là qui a été créé. Donc, oui, une ouverture sur tout le périmètre. Des fenêtres intérieures aussi que j'ai intégrées. Ça, c'est plus au niveau du bien-être, là, pour, euh, pour essayer de capter le plus possible la lumière naturelle dans des pièces qui étaient dans des orientations différentes. C'est les 2 chambres comme telles. Donc, vous voyez ici là, comment c'est vraiment un espace qui est très ouvert, qui est super intéressant. Puis finalement, mon puits de ventilation, comme je vous expliquais. La ventilation, je suis pas un expert en ventilation non plus. Par contre, je pense qu'il faut limiter les parties ouvrantes des fenêtres. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le plus d'infiltration d'air. Les parties fixes, on les exige la même chose qu'un système d'étanchéité à l'air d'enveloppe. Donc, c'est 2 litres selon le mètre carré. Donc, c'est selon le code, le nouveau code de l'énergie, alors que les parties ouvrantes, c'est beaucoup plus. On parle de 5 litres à mon souvenir, là. Donc, il faut limiter. Vous voyez en jaune les endroits. C'est vraiment limité, puis j'en ai pas besoin de beaucoup. En fait, c'est de faire de la ventilation naturelle traversante. C'est de s'assurer que les parties ouvrantes sont installées aux bons endroits pour favoriser finalement de la ventilation naturelle, optimiser la ventilation naturelle lorsqu'on désire cette ventilation. Donc, une petite recherche, c'est pas si compliqué. J'ai pas fait une simulation avec la dynamique des fluides, là, une simulation thermodynamique. On pourrait aller beaucoup plus loin sur des bâtiments plus complexes, mais on voit là que de façon assez logique, là, on peut développer une ventilation naturelle intéressante. Gain thermique interne. On va parler d'émissivité puis d'inertie. Ça va faire l'objet de nos 2 dernières capsules, mais juste comme introduction, faut se rappeler que c'est quoi l'émissivité d'un matériau. Dans le fond, c'est sa capacité à émettre de l'énergie sous forme de rayonnement. Donc, il va capter de l'énergie puis il va émettre. Et cette émissivité-là varie de 0 à 1. Donc, l'émission la plus intéressante, dans le fond, c'est vraiment le corps noir, là, alors que les basses émissivités, ça va être de type métal, aluminium. Donc, la grande émissivité va favoriser, excusez-moi, des gains internes qui sont intéressants, donc du stockage de chaleur. On va se servir du premier bâtiment, le 2019, pour regarder un petit peu comment on peut favoriser les gains thermiques en fonction du soleil comme tel.
par de la masse. Ici, c'est du bois, c'est de la couleur foncée, comme on voit sur l'image. Premier scénario, c'est pas un scénario, dans le fond, c'est une réalité. 8 février à 12h30, j'ai la vue en plan. On voit l'entrée de lumière, dans le fond, par une zone, c'est ma zone sud comme telle. Donc, j'ai une entrée généreuse de lumière qui va venir se concentrer sur un massif dont on voit le coin ici. Ici, le côté, c'est ma zone mécanique, là, tout ce qui est de mécanique du bâtiment, comptoir, armoire, tout ça. Donc, on voit qu'on commence à avoir une grande absorption, une grande émissivité par rapport à ces zones-là. On va aller un petit peu plus loin à 14h20. Là, on voit que le soleil, évidemment, tend vers l'ouest et j'ai encore énormément de lumière qui se dirige sur mon puits mécanique, qui est ici, pas mon puits, mais ma zone mécanique, mécanique, entreposage, etc. Donc, c'est une masse que je pourrais ou j'aurais pu exploiter beaucoup plus, entre autres avec des gyps, avec la masse du bois. J'ai le granit qui absorbe une quantité, j'ai pas mis les températures de surface, mais on atteint facilement 30-32 degrés de température, de gain interne dans ces zones-là. Et j'ai une zone qui apparaît aussi qui est super intéressante, un petit peu plus profondément dans le pavillon. À 15h30, j'ai toujours une bonne quantité de chaleur et de soleil, c'est-à-dire qui se dirige sur mon volume principal central. Et j'ai encore beaucoup de soleil sur cette partie-là là, qui est dans le fond de mon pavillon. En fait, si on fait un sommaire de ce qu'on a vu en cumulant tous les gains solaires, on voit deux zones où j'aurais pu exploiter des gains thermiques, là, stocker de la chaleur de façon plus importante. Ce que je vais faire ultimement dans d'autres pavillons, dans les autres pavillons, mais dans ce pavillon-là, donc ça m'a permis d'apprendre comment on pouvait accumuler de la chaleur dans certaines zones. Donc, l'entrée massive directe du soleil se produit principalement entre décembre et mars. Ça, c'est un élément important parce qu'il faut se souvenir que dans ce pavillon-là, je vous ai indiqué que j'avais des grandes projections de toit et en fait, à partir de la fin juin jusqu'à la mi-août, je pense que je l'indique, je n'ai pas de soleil qui rentre à l'intérieur de ce pavillon-là. Toutes mes bordures de toit ont été calculées pour ne pas avoir de surchauffe en été, mais d'avoir du gain solaire optimaux, là, du gain maximal durant la période hivernale. Donc, un potentiel de gain solaire que j'ai pas exploité, donc j'aurais pu augmenter la masse à l'intérieur pour bénéficier finalement d'un stockage puis d'une restitution de chaleur par la suite, par déphasage thermique. Ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire dans les autres pavillons, comme vous voyez, c'est mon pavillon avec mon puits central que je vous expliquais. Et dans ce pavillon-là, il y a une grosse masse thermique en bloc de béton rempli de mortier là, qui a été faite sur une grande partie d'un mur, dans le fond. Un mur qui capte la chaleur du soleil de façon moins importante que j'aurais voulu parce que j'ai tout de même certains arbres là. Et j'ai aussi par le gain qui va se faire par les dalles chauffantes, donc évidemment un gain thermique qui va se faire par le foyer lorsqu'il est en utilisation. Donc c'est tous des gains. La chaleur va être stockée, puis on va avoir un certain temps de déphasage qui n'est pas si important pour le béton, mais qui est tout de même présent, là. Et je vais avoir un déphasage qui va faire que je vais avoir une restitution de la chaleur quand les températures vont baisser. Donc, c'est des éléments super intéressants et c'est pour ça que je vais terminer mes formations vraiment en parlant de tout cet élément-là d'inertie thermique. Donc, un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu. Je vais faire mon récapitulatif en parlant des deuxième et troisième pavillons, celui-là. Donc, l'implantation des bâtiments. Donc, c'est un environnement boisé semi-intense. J'ai profité de la zone de champ d'épuration qui était du côté sud-est, justement, pour favoriser le gain solaire du côté sud-est. L'orientation du bâtiment orienté sud-est, sud-sud-est, est-sud-est, c'est pas mal plus intéressant et c'est ce que j'ai fait dans mes bâtiments de 2021 par rapport aux bâtiments de 2019.
volume du bâtiment, les volumes des bâtiments en 2021 sont beaucoup plus complexes et ça l'a confirmé autant en termes de consommation énergétique qu'en termes de capacité d'indice, que c'est moins intéressant de ce côté-là en termes, je dirais, d'efficacité globale. Hauteur et profondeur des aires de vie. Donc, optimiser les gains de chaleur en hiver, c'est super important. Donc, où est-ce qu'on va faire entrer la lumière? Qu'est-ce qu'on va avoir pour stocker la chaleur? La question de la localisation des usages en fonction de l'orientation, on a vu ça. Faire tout ce qui est d'entrée, tout ce qui est, que ce soit pour le confort, mais aussi d'échange d'air, pour limiter les échanges d'air en fonction des vents, là, que ce soit en mettant des sas d'entrée, ce qui est obligatoire dans une certaine catégorie de bâtiments, ce qui est plus difficile à faire dans les bâtiments actuels. Mais souvenez-vous, dans les années 60, 50, les bâtiments, les résidentiels, les bungalows avaient pratiquement toujours une entrée, un sas, donc un vestibule, et c'était pas pour rien, c'était pour diminuer la quantité de fraîche, la quantité de froid, le vent qui pouvait rentrer. Donc, une chose qu'on pourrait se réapproprier ultimement. Et finalement, protection contre la surchauffe, donc c'est l'intégration, je vous ai parlé des grandes bordures, ça fait un style architectural, mais je pense que autant pour la déviation de la pluie, pour les gains solaires, c'est des éléments qui doivent être vraiment considérés, je pense, dans une architecture dite bioclimatique. Puis aussi, évidemment, dans la protection des façades contre l'eau, là, avec ces larges bordures. Donc, ça conclut pas mal ce que je voulais parler. C'est vraiment sommairement, là, 4 points sur la bioclimatique. Et on va terminer les capsules avec deux formations là, qui vont porter sur l'inertie thermique. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.